Un Palestinien blesse un Israélien d'un coup de couteau à Jérusalem. C'était tout à l'heure. L'agresseur a été maîtrisé par le maire de Jérusalem et son garde du corps qui se trouvait à ce moment-là à proximité. Poursuite des discussions sur le nucléaire iranien à Genève. Kerry retrouve Zarif aujourd'hui. Zarif qui souhaite un accord global et non pas partiel dès à présent. Le sondage élection israélienne du 17 mars prochain, révélé par i24 News cette semaine, le Likoud accentue son avance avec 27 sièges contre 23 pour l'Union sioniste. Le centre gagne du terrain, notamment les listes Lapid et Kaplan. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. L'autorité palestinienne est-elle menacée d'effondrement? C'est en tout cas l'accusation clairement lancée aujourd'hui par Saeb Erekat, l'un des hauts responsables de l'autorité palestinienne à Ramallah, et la crainte exprimée cette semaine par John Kerry, le secrétaire d'État américain. Israël ne verse plus les taxes collectées pour le compte de l'État de l'autorité palestinienne depuis le mois de janvier, depuis que l'autorité palestinienne a décidé d'engager une procédure pour adhérer à la Cour de justice internationale. Tout cela remet donc sur le devant de la scène le dossier israélo-palestinien. On va en parler dans un instant. On ira également à Jérusalem pour retrouver nos envoyés spéciaux, car il y a eu tout à l'heure, donc je vous le disais, ce Palestinien qui a poignardé un Israélien. On retrouvera Léa Berdugo et Shai Ben-Ari pour i24 News version anglophone. Et en studio, donc ici avec nous, ce soir, Amir Badran, bonsoir, avocat à Yafo, et bonsoir à vous Emmanuel Navon. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. If the Palestinian Authority ceases or were to cease security cooperation or even decide to disband as a result of their economic predicament, then we would be faced with yet another crisis that could also greatly impact the security of both Palestinians and Israelis. Alors, avant d'évoquer cette polémique liée donc à la situation de l'autorité palestinienne à Ramallah, on va se rendre à Jérusalem, je vous le disais, puisqu'il y a eu tout à l'heure donc cet Israélien blessé d'un coup de couteau. Léa Berdugo, bonsoir, vous êtes sur place. On en sait un peu plus à présent sur le détail de cette attaque et notamment sur les circonstances dans lesquelles l'agresseur a été arrêté. Oui, exactement. Alors nous nous trouvons ici à la frontière entre Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est. Nous sommes à 20 mètres environ de la vieille ville de Jérusalem qui se situe derrière moi. Ici même, vous l'avez rappelé, un jeune Palestinien de 18 ans, originaire de Ramallah, a poignardé un ultra-orthodoxe de 27 ans. La victime a aussitôt été rapatriée à l'hôpital de Shaare Tzedek. Il est actuellement conscient et dans un état stable. Alors on en sait plus sur les circonstances de l'arrestation de ce Palestinien. En fait, l'autre nouvelle surprenante nous provient du maire de Jérusalem, Nir Barkat. Il était dans sa voiture avec deux de ses gardes du corps lorsqu'ils ont vu ce Palestinien armé d'un couteau dans la rue. Les trois sont alors sortis de leur voiture et deux gardes du corps ont littéralement sauté sur le Palestinien et l'ont neutralisé. En attendant les forces de police, je vous propose d'écouter le récit du maire de Jérusalem, Nir Barkat. J'étais au croisement, là où se trouve le véhicule rouge. On a vu l'incident à 7 ou 10 mètres de nous. On est sorti de la voiture avec le garde du corps quand on a vu un terroriste avec un couteau. Mon garde du corps a sorti son arme car on ne savait pas ce qui allait se passer. Et même s'il a jeté son couteau, les deux hommes lui ont sauté dessus et l'ont immobilisé au sol. Apparemment, il y avait un homme religieux blessé près de lui. On a regardé ses blessures, mais ça paraissait très léger.
Voilà, alors on vient de voir Nir Barkat, c'est intéressant parce que les images de vidéosurveillance, Léa Berdugo montre clairement qu'il est, avec sa chemise blanche, on va le voir sur les images, en train de se jeter, lui en premier d'ailleurs, sur l'agresseur pour le maîtriser après, donc que ses gardes du corps les menaçaient. Ça c'est ce que montrent les images. Léa Berdugo, on va dire un mot tout en regardant donc de nouveau cette scène, c'est assez spectaculaire, hein, puisque ça a été filmé donc par les caméras de vidéosurveillance de Jérusalem. On va dire un mot de ce qui est en train de se passer aussi à Ramallah, puisqu'il y a de nouveau une tension palpable entre donc Israël et les Palestiniens à propos de la situation financière de l'autorité palestinienne, alors qu'on voit là justement l'image où Nir Barkat avec sa chemise blanche, vous allez le voir, va eh bien se jeter voilà sur l'agresseur pour le maîtriser. Ça c'est assez spectaculaire. Alors Léa Berdugo, situation justement entre Ramallah et Jérusalem. Alors, vous l'avez dit, aujourd'hui encore, Saeb Erekat, le chef des négociateurs palestiniens, a appelé la communauté internationale à faire pression sur Israël. Pour quelle raison? Eh bien, pour que l'État hébreu lui reverse les taxes qu'il prélève au nom de l'autorité palestinienne. Je vous rappelle que depuis 2 mois environ, Israël a stoppé le versement de ces taxes à l'autorité palestinienne, des taxes qui s'apparentent à plus de 120 millions de dollars par mois. Pourquoi? Eh bien, à cause de l'adhésion des Palestiniens à la Cour pénale internationale. Alors Saeb Erekat l'a dit, l'autorité palestinienne est menacée d'asphyxie. Israël doit reverser ces taxes et il demande une aide de la communauté internationale afin que ces taxes soient reversées. Et au sein de l'autorité palestinienne, eh bien, on entend plusieurs voix qui menacent de suspendre les accords d'Oslo et de les annuler. Alors plusieurs sources nous disent certaines choses et d'autres nous disent le contraire. Selon certaines sources au sein de l'organisation de libération de la Palestine, eh bien, il y aurait plusieurs courants au sein de l'autorité palestinienne. Certains souhaiteraient une action maintenant pour faire pression sur Israël afin que ces taxes soient reversées à l'autorité palestinienne et d'autres seraient pour attendre après la date fatidique du 17 mars, c'est-à-dire les élections législatives israéliennes. Merci Léa Berdugo en direct de Jérusalem. Alors, Amir Badran, Emmanuel Navon, c'est vrai qu'on pensait que le dossier israélo-palestinien serait en retrait jusqu'au 17 mars. Là, il semble revenir, s'inviter peut-être dans cette campagne. C'est votre sentiment, Emmanuel Navon, avec cette polémique? Je n'ai jamais pensé que ce dossier allait être mis de côté. C'est un dossier central dans la vie On n'en parlait pas beaucoup. On en parlait tout de même. Je pense que les différents partis ont un programme, ou pensent avoir des programmes, ou proposent des programmes sur ce conflit plus de centenaire. Mais malheureusement, les événements ne cessent de remettre ce conflit sur la table avec cette dernière tentative d'assassinat qui a eu lieu à Jérusalem et qui est bien entendu liée au problème, à la question de ces taxes dont nous avons parlé. Puisque l'une des raisons pour laquelle Israël bloque pour l'instant ces taxes, c'est qu'effectivement ces taxes ont été agréées dans le cadre des accords de Paris qui avaient été signés après les accords d'Oslo. Accords qui ont été violés des millions de fois par l'autorité palestinienne. Lorsque l'OLP menace d'annuler les accords d'Oslo, ils ont été annulés de facto par leur violation incessante. Mais il faut bien comprendre aussi que cet attentat qui a eu lieu aujourd'hui est le résultat, entre autres, d'une incitation à la haine incessante dans les médias palestiniens qui est financée par ces mêmes sommes d'argent. Donc les deux sont liés. Et cet attentat tragique aujourd'hui ne fait que de nous le rappeler. Amir Badran? Je pense qu'on vient de voir des images très difficiles à voir et il faut comprendre d'où ça vient, alors que c'est très triste. Et il y a un rapport direct entre le sujet principal dont vous venez d'évoquer à propos des recettes fiscales palestiniennes que le gouvernement israélien doit verser et qu'il est en train de bloquer depuis 2 mois, et avec la situation dont on est en train de vivre tous les jours, et plus notamment ce qu'on a pu voir aujourd'hui tout à l'heure à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, il faut connaître la situation sociale et économique des Palestiniens pour comprendre l'impact que peut avoir un tel acte de bloquer cet argent-là, parce qu'en fait, il s'agit pas de l'argent du côté israélien que le côté israélien dit en tant que sanction, je ne veux pas les transmettre. Il s'agit de l'argent palestinien. Et le gouvernement israélien, il est en charge de les récolter. Et cet argent-là est obligatoirement, c'est de l'argent palestinien qui doit être versé au côté palestinien. Et ceci n'est pas fait régulièrement lorsque l'État d'Israël pense qu'il est temps de sanctionner le gouvernement palestinien et les peuples palestiniens. Notamment lorsqu'on parle de sanctions,
c'est complètement aberrant quand on écoute le prétexte évoqué par le gouvernement israélien en disant le gouvernement palestinien a fait une action juridique, il veut adhérer à la Cour pénale internationale parce qu'il croit vraiment qu'il y a eu des crimes de guerre qui ont été faits par le gouvernement israélien, par les soldats israéliens à Gaza et dans les territoires occupés. Et c'est pour cela qu'il saisit une cour internationale juridique. Il demande d'ouverture d'une enquête. Et pour cette action-là, il est puni, il est sanctionné par ses propres argents. Alors il faut comprendre que cet argent-là, cet argent de taxes palestiniennes, en fait, il s'agit du budget du gouvernement des Palestiniens. Donc il faut comprendre qu'on est en train de parler d'une somme de 125 millions de dollars par mois qui doit être versée. Cette somme-là, en fait, elle est versée aux fonctionnaires palestiniens, que ce soit des policiers, des personnels médicaux, des professeurs, peu importe. Et c'est la seule source monétaire dont ils peuvent s'exprimer. Il faut comprendre que quand on parle de Gaza, par exemple, alors là, on est en train de parler des chiffres, pour vous faire comprendre les chiffres. Alors, à Gaza seul, il existe 70 000 Palestiniens qui sont encore, par exemple, des anciens policiers de l'autorité palestinienne et qui sont en fait financés mensuellement par ça. Cet argent-là qui est versé à ces 70 000 Palestiniens, en fait, est en train de nourrir plus de 500 000 Palestiniens à Gaza. On est en train de parler à peu près de la moitié de la population à Gaza qui est nourrie par cet argent-là. Et il faut comprendre que Gaza, il s'agit de la plus grande prison au monde, la plus grande prison ouverte au monde. Est-ce que Israël est en train de chercher l'effondrement de l'autorité palestinienne, comme l'a dit Erekat aujourd'hui? D'abord, parlons des chiffres, des faits et de la vérité. Okay. L'autorité palestinienne, le budget de l'autorité palestinienne, par rapport à ces taxes sont un pourcentage minime dans le budget de l'autorité palestinienne, qui touche, par exemple en 2013, qui a touché 2 milliards de dollars de donations internationales. C'est la somme, c'est la somme, mais je parle du budget, vous parlez du budget de l'autorité palestinienne. Le budget de l'autorité palestinienne est énorme. Les Palestiniens sont la population au monde qui touche le plus d'argent de donations au monde. 15 fois de plus que les Éthiopiens, par exemple, en pourcentage per capita. C'est pour ça qu'ils n'ont pas 15 fois de plus. 15 fois de plus. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que cet argent, ces milliards de dollars, ces dizaines de milliards de dollars qu'ils ont versés chaque année par la communauté internationale, au lieu d'aller, contrairement à ce que vous dites, dans les infrastructures et dans les salaires, ils vont dans la poche des corrompus du Fatah qui s'achètent des villas et des Mercedes et qui font du business. Ils vont dans la poche du Hamas qui creuse des tunnels et qui achète des armes au lieu de construire des infrastructures et qui tire sur des civils israéliens et qui amène sur Gaza en moyenne une guerre tous les 2 ans, qui redétruit les infrastructures construites par la communauté internationale. Donc il faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles et dire la vérité. La vérité, oui, c'est pour ça que je vous corrige, parce que vous prenez les gens pour des imbéciles, et que la vérité est que les Palestiniens touchent des milliards de dollars chaque année de la communauté internationale, comme je l'ai dit, 15 fois plus que la plupart des pays en développement, comme l'Éthiopie et les pays d'Afrique, qui eux luttent contre le terrorisme, alors que le Hamas est une organisation terroriste et que l'OLP est une organisation terroriste, et que lorsqu'ils viennent pleurer en disant « Ah oui, mais les taxes qui sont un pourcentage minime de leur budget énorme, budget de gens corrompus qui s'en mettent plein la pêche, qui s'en mettent plein la poche », vous savez, lorsque Kerry dit quelque chose, vous l'inversez pour savoir quelle est la vérité. C'est pas compliqué. Donc, quand Kerry dit quelque chose, quand Kerry dit quelque chose, maintenant sur la situation de l'autorité palestinienne, si vous voulez parler de toutes les âneries de John Kerry, je suis prêt à faire toute une émission avec vous. Mais je dis que l'autorité palestinienne se moque du monde. Je dis que l'autorité palestinienne, quand vous voyez comment ils sont en train de négocier avec l'Iran, on peut se poser des questions. Mais quand l'autorité palestinienne menace soi-disant d'effondrement, alors qu'elle est pleine d'argent et que cet argent est corrompu, va dans la poche des corrompus du Fatah et est utilisé par le Hamas pour acheter des armes et pour creuser des tunnels, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Et n'oublions pas, dernier point,
que l'autorité palestinienne ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes. Prendre cet argent, faire de l'incitation à la haine, faire du terrorisme, je pense qu'il est temps justement de mettre les choses sur la table et avec la communauté internationale, dont l'Union européenne et les États-Unis, dire maintenant il faut des règles claires pour les transferts de ces sommes. Il n'est pas question que ces sommes continuent d'être utilisées pour faire du terrorisme et de l'incitation à la haine. Alors, il faut comprendre que quand on parle de l'argent ne finance pas uniquement la guerre. L'argent finance aussi la paix. Et il faut comprendre que sans l'argent, il n'y aura pas de la paix. Quand on fait passer un peuple entier en la famine, eh ben on peut pas être surpris quand on voit des images telles qu'on vient de voir aujourd'hui à Jérusalem. Il faut comprendre qu'une telle situation ne peut pas continuer. Et ce qu'est en train de faire le gouvernement israélien depuis des mois et des mois et des années, c'est en fait d'ignorer la situation palestinienne, grave telle qu'elle soit, en essayant de la repousser sur l'ordre du jour, en disant voilà, il y a d'autres choses plus importantes, comme vient de le dire votre invité là. Il dit voilà, là on est très occupé par autre chose, on n'a pas le temps de parler de ce dossier là. Il est toujours. J'ai pas dit ça du tout. Non, vous l'avez pas dit. Moi je suis en train de le dire. Moi je suis en train de le dire. Et là on n'a pas le temps de négocier avec ça parce qu'on a de choses beaucoup plus importantes à en parler. Par exemple, ce qui est en train de se passer à la maison du Premier ministre israélien Bibi Netanyahu concernant les bouteilles, le recyclage des bouteilles et l'argent qu'ils se sont en train de mettre en poche, ou avec les problèmes qu'ils ont avec celui qui est en train de mener la maison du Premier ministre. Je suis en train de dire que la situation palestinienne, le conflit israélo-palestinien n'est pas en train n'est pas sur une ligne de mire qui peut aboutir à une paix durable, à une paix juste. Ce qu'on est en train de voir, c'est que le côté israélien, une fois de plus, après ce qui s'est passé en juillet et en août 2014 avec la guerre sur Gaza, est en train une fois de plus de mettre de côté le dossier palestinien en faveur d'autres situations et d'autres questions, en disant à chaque fois, voilà, c'est la rhétorique qui est en train que votre invité redonne à chaque fois, c'est la cause des Palestiniens, c'est eux, ils se mettent plein la poche, c'est pour ça qu'ils n'ont pas des infrastructures, c'est pour ça que le peuple palestinien n'a pas de l'eau courante, c'est pour ça qu'il est en prison. Ils peuvent pas aller travailler nulle part parce qu'ils sont en fait dans la plus grande prison au monde. Ils peuvent même pas aller pêcher pour la mer parce qu'ils sont cerclés par 6 miles de mer où ils peuvent rien trouver. On a vu plusieurs fois récemment des pêcheurs palestiniens qui ont été tués par les forces de l'ordre israéliennes parce qu'on croyait qu'ils pêchaient du poisson. Parce qu'ils pêchaient des poissons, voilà. Exactement. Donc quand on pêche du poisson, on se fait tuer. Exactement. C'est pas moi qui le dis, c'est les sources juridiques et les sources d'information qui le disent. Quelles sources d'information? Alors, moi, je vous invite. Apparemment, vous suivez pas les nouvelles. Je vous invite de suivre les nouvelles du mois dernier, à ce qui s'est passé à Gaza. Vous allez le trouver. Bon, alors je voudrais qu'on revienne d'abord en image sur les dernières déclarations notamment de Kerry et de Erekat sur donc cette pression à laquelle appellent les Palestiniens aujourd'hui pour la récolte de leurs taxes. C'est un sujet de Léa Berdugo. John Kerry tire la sonnette d'alarme. Pour le secrétaire d'État américain, l'autorité palestinienne est menacée d'asphyxie. L'une des raisons, Israël ne verse plus aux Palestiniens les taxes prélevées en leur nom, ce qui représente 100 millions de dollars par mois, une somme qui aide au paiement d'environ 140 000 fonctionnaires. Cette décision a été prise par le gouvernement israélien à la suite de la candidature de l'autorité palestinienne à la Cour pénale internationale. Si l'autorité palestinienne cessait ou devait cesser la coopération sécuritaire ou même décider de se dissoudre en raison de la situation économique, et cela pourrait se produire dans un proche avenir si elle ne reçoit pas des fonds, alors nous serions confrontés à une autre crise qui pourrait avoir un impact considérable sur la sécurité des Palestiniens et des Israéliens. Cela pourrait avoir de graves répercussions aussi dans la région. Car la menace a été brandie de nombreuses fois.
Il y a quelques jours, le chef des négociateurs, Saeb Erekat, a affirmé que l'autorité palestinienne pourrait annuler les accords d'Oslo et dans le même temps rompre les accords sécuritaires avec Israël. Ce texte, signé en 1993, prévoit un retrait d'Israël de certains territoires palestiniens. La responsabilité civile et sécuritaire de l'autorité palestinienne sur ces territoires est établie et la création d'une police palestinienne est également décidée. En 1994, dans le cadre des accords d'Oslo, a été signé un autre texte nommé le Protocole de Paris. Celui-ci régit les relations économiques entre Israël et l'autorité palestinienne. Il prévoit le prélèvement de taxes par Israël et leur reversement aux Palestiniens. Ces sommes aident au paiement des fonctionnaires. Les accords d'Oslo devaient théoriquement expirer 5 ans après leur signature en 1998 et devaient laisser la place à un accord de paix final, ce qui n'a pas été le cas. Pour certains membres de l'autorité palestinienne, dont Saeb Erekat, les Israéliens ont tenté de saboter les efforts de paix. Selon des sources palestiniennes, le comité central de l'OLP se réunira le 6 mars prochain. Objet de la réunion, l'annulation des accords d'Oslo. Alors, un mot d'abord, est-ce qu'on peut envisager, Emmanuel Navon, vraiment, de voir l'autorité palestinienne se dissoudre? Est-ce que ça pourrait être remplacé par une autre entité? Est-ce qu'il y a une solution envisagée dans ce cas? D'abord, une correction sur le reportage de Léa Berdugo. Les accords d'Oslo ne mentionnent pas un retrait d'Israël de territoire palestinien. Il ne s'agit pas de territoire palestinien, ils ne sont pas définis comme tels dans les accords d'Oslo. Je ferme la parenthèse. Sur cette menace de soi-disant dissoudre l'autorité palestinienne, c'est un bluff que les Palestiniens répètent plusieurs fois par an. Pourquoi est-ce que c'est un bluff? Un bluff parce que la direction du Fatah, de l'OLP, de Mahmoud Abbas et de son entourage touche des milliards de dollars chaque année. Ils financent un système corrompu qui les sert eux-mêmes et par conséquent ils bénéficient de l'existence de l'autorité palestinienne. Lorsqu'ils menacent de dissoudre l'autorité palestinienne, c'est qu'ils menacent, entre guillemets, de se défaire de ces milliards de dollars qui touchent chaque année et qu'ils se partagent entre eux, entre leurs familles et entre leurs amis. Donc il faut quand même, encore une fois, pas prendre les gens pour des imbéciles avec ces menaces, puisque ce sont les principaux bénéficiaires du système corrompu que eux gèrent depuis plusieurs dizaines d'années. Dont Abbas bénéficie. Abbas, aujourd'hui, il bénéficie de tous les mondes. C'est-à-dire qu'il va à la Cour pénale internationale, il joue les victimes sur la scène internationale, mais c'est lui qui veut ce statu quo et qui veut survivre à la tête de cette autorité palestinienne. Et par conséquent, cette menace est une menace vide et il est temps de dire les choses telles qu'elles sont. Je pense qu'à votre avis, on peut envisager sérieusement une dissolution de l'autorité palestinienne à court terme. Bien sûr, on peut envisager une asphyxion. Elle est complètement asphyxiée, comme il a été dit dans ce reportage, lorsque il n'y a pas d'autres sources financières pour l'État palestinien. L'État palestinien n'est pas en train d'exporter. L'État palestinien n'a pas de ressources, n'a pas de sources naturelles qui peut entraîner. Il n'a pas de richesse dans des banques, comme le dit votre invité. Il est en train de vivre avec le peu qu'il a sur ces taxes-là, sur les produits qu'il y a un accord avec les Israéliens et les pays autour. Et il essaye de vivre là-dessus sans vraiment pouvoir aller au-delà de ça. Donc il faut comprendre que la politique israélienne n'est pas servie lorsque le gouvernement palestinien est asphyxié. Elle n'est pas servie du tout. Le processus de paix, moins et moins encore, il n'est pas servi lorsqu'on essaye d'asphyxier le peuple palestinien. C'est-à-dire que, au contraire, les Américains ne sont pas des imbéciles. Et les Européens non plus. Et le monde entier n'est pas les imbéciles. Pas tous, j'aime pas cette façon de parler de patronner le monde en disant voilà, c'est vous qui comprenez tout et tous les autres sont des imbéciles. Non, ça vous plaît pas. Mais vous avez dit vous-même, Amir Badran, vous avez dit vous-même que l'autorité palestinienne n'exporte pas. Vous avez dit que l'autorité palestinienne n'exporte pas. Quand on parle de justice et quand on parle de la paix durable, il faut comprendre que la partie forte qui est dans cette équation et l'État, le gouvernement israélien ne peut pas être une partie et en même temps c'est lui qui condamne et qui juge. Quand le côté palestinien et le côté israélien sont deux parties à un contrat et deux parties à un conflit, ils doivent tous deux faire le mieux pour que ça puisse marcher. Et pour le moment, c'est le gouvernement israélien qui à chaque fois est en train de faire échec et ne pas faire en sorte que le gouvernement palestinien puisse continuer au-delà pour en arriver quelque part
avec ces négociations et pour arriver justement à aboutir avec un accord de paix. Vous l'avez dit tout à l'heure, les accords cités d'Oslo, ce sont des accords intermédiaires. Normalement, au bout de 5 ans, il devait y avoir aboutir à un accord final qui va donner deux pays, chaque pays, un pays pour les Palestiniens et un autre pour le peuple israélien. Et comme ça, on pourra vivre en paix. Le gouvernement israélien n'a pas voulu que ça marche. À chaque fois, on accuse le côté palestinien et avec ça, on arrive. Je comprends que vous n'appréciez pas que j'utilise l'expression prendre les gens pour des imbéciles parce que vous excellez dans cette technique. Lorsque vous dites que l'autorité palestinienne n'exporte pas, alors que les taxes en question, ce sont des taxes à l'exportation, c'est prendre les gens pour des imbéciles. C'est prendre les gens pour des imbéciles. Lorsque vous dites que les accords d'Oslo n'ont pas abouti parce qu'Israël n'a pas voulu à leur aboutissement, c'est prendre les gens pour des imbéciles parce que les faits historiques sont que à leur conférence, non, je n'arrêterai pas de dire la vérité. Je n'arrêterai pas de dire la vérité, même si ça vous dérange, parce que la vérité est la vérité. Et lorsque lors des accords de Camp David, en juillet 2000, lorsque vous avez encore des accords de Camp David, le sujet, c'est exactement les faits qui vous dérangent. Les faits. Non, mais parlez du sujet. Je parle du sujet. Le sujet, c'est qu'il y a eu la conférence de Camp David. Il y a eu la conférence de Camp David en juillet 2000. Il y a eu le processus d'Annapolis et l'offre de Ehud Olmert en 2007 et en 2008. Toutes les propositions de paix ont été rejetées. 10% de territoire, c'est ça, vous appelez ça des offres. Ont été rejetées par l'autorité palestinienne. Et par conséquent, des frontières de 1967. Il n'y a jamais de frontières de 1967. C'était des armes, c'était des lignes de cessez-le-feu. C'était des lignes de cessez-le-feu temporaires définies comme telles par les accords de Rhodes de 1949. Je sais que ça vous dérange. Je sais que les faits vous dérangent. Je sais que les faits vous dérangent. Mais je continuerai d'en parler. Alors Emmanuel Navon, Amir Badran, on va écouter justement des réactions d'Israéliens dans la rue aujourd'hui face à cette polémique et ce reversement de taxes, propos recueillis par Léa Volbert. Qu'ils construisent quelque chose et qu'ils arrêtent de vouloir tout détruire. Je ne crois pas que l'effondrement de l'autorité palestinienne bénéficie à Israël. Je ne crois pas qu'il faille rendre des territoires, qu'il faille donner et encore donner comme dans tous les précédents accords, sans rien recevoir en contrepartie. Les attentats, le terrorisme se poursuivent et on en est encore à parler de concessions. Si c'est une décision palestinienne, alors elle a moins de conséquences fâcheuses que si c'est Israël qui conduit à ce genre d'affrontement. Il n'y a pas besoin d'autorité palestinienne. Il faut la dissoudre et la réduire en miettes. Voilà donc réaction recueillie tout à l'heure donc à Tel Aviv. Merci Amir Badran, merci Emmanuel Navon. Le dossier israélo-palestinien qui est revenu donc sur le devant de la scène. Il y avait eu quelques semaines où en Israël, à cause des élections et de l'Iran, sans doute on en avait moins parlé, mais là donc bien vous avez constaté que ce n'était plus le cas. Et puis donc on vous rappelle qu'à Jérusalem, on va d'ailleurs se quitter avec des images en direct de Jérusalem où tout à l'heure donc un Israélien a été poignardé, blessé dans un état stable. Sa vie n'est pas en danger par un Palestinien de 18 ans qui lui a été maîtrisé par le maire de Jérusalem et ses gardes du corps qui se trouvaient à proximité. Image spectaculaire qu'on vous a montrée tout à l'heure. Merci messieurs. Dans un instant, la suite du grand direct. On ira en Syrie notamment et puis également en Égypte où le président Al-Sisi vient de s'exprimer à la télévision. À tout de suite.